but, c'est de critiquer cette loi et de demander une meilleure loi. De toute façon, nous, on n'a jamais eu la prétention d'arriver à peser sur les débats. Ce qui nous paraissait important, c'est de faire ressortir des arguments qu'on entendait moins dans le débat public pour justement demander des gages en échange. On n'est pas contre la loi, ces lois en elles-mêmes, dans le sens le fait d'accorder la fin de vie, etc. On est contre le fait de le faire de manière précipitée, sans garantie, sans gage, à un moment où l'extrême droite est à nos portes. C'est tout ça c'est le contexte beaucoup plus que le fond, en fait, qui pose problème, en fait. Et par contre, moi, tout ce qui est ouverture à d'autres trucs, aux troubles psy, etc., c'est aussi, ça me questionne aussi beaucoup, quoi. Enfin, il y a un peu, moi, c'est vraiment par rapport à la notion, mais on va le voir, hein, de toute façon, dans le manifeste, mais par rapport aux notions de productivisme, etc., que ça me pose vraiment d'énormes problèmes, quoi. Ce qu'est le CLAV, c'est on veut accueillir tout le monde antivalidiste du peuple de gauche pour venir faire de l'écriture ensemble, pour avoir d'ailleurs aussi des débats qu'il ne faut pas avoir en public devant nos ennemis politiques et qu'il faut pouvoir avoir en privé. Donc c'est pour ça que nous, on fonctionne beaucoup en écriture collective. Le texte qui est écrit sort de sessions d'écriture collective pour justement avoir la condensation des idées de tout le monde. Mais on est plus ou moins, on n'a pas tous exactement le même avis, c'est normal. On est tous des humains avec nos parcours de vie, avec que voilà, on a le même but, mais pas le même chemin. Bonsoir, ça me regarde. Bonsoir Moto. Merci beaucoup Suricat des Plaines pour le message avec le cœur et tout de soutien. C'est vrai que bon, ça fait plaisir vu le contexte de ce dont on parle, etc. On va dire qu'on comprend, hein, on n'a pas eu que des messages de soutien par rapport à notre manifeste. Après, on comprend tout à fait. Je crois pas passer la meilleure journée de ma semaine aujourd'hui, je vous l'avoue. Salut Alix, et c'est ça l'intelligence sociale, nous dit Suricat. On n'est pas tous d'accord, mais on le fait savoir. Ouais, mais de toute façon, c'est comme ça qu'on construit des pensées aussi, même, j'ai envie de dire, plus construites, désolé pour la redite, mais que quand on est tout seul, hein, c'est sûr. Hein. Plus réfléchi. Ouais, c'est complexe. De toute façon, là, on est vraiment à la jonction entre l'intime et le politique. Ouais. C'est des débats qui sont compliqués et qui sont vraiment ancrés à de la souffrance. C'est ça. Donc en fait, ça renvoie à un émotionnel qui est forcément super fort. Enfin, manifeste antivalidiste contre la loi sur la fin de vie. En France, la fin de vie fait débat. Une proposition de loi portée par le gouvernement et soutenue par une large part de la gauche reviendra à l'Assemblée fin janvier. Elle a 2 volets. Améliorer les soins palliatifs et autoriser l'euthanasie. On sait que beaucoup de gens attendent la possibilité de choisir leur mort, plus sereine qu'une agonie et plus douce qu'un suicide. Comme tout le monde, on a assisté à des fins de vie atroces de proches et on s'est dit qu'on ferait tout pour pas mourir comme eux. Avant, on était pour, ça nous paraissait une question de liberté individuelle face aux réactionnaires. Ouais, je trouve que peut-être qu'on n'a pas été assez clair sur le fait qu'on se basait sur les personnes qui sont en fin de vie parce que la loi se basait là-dessus. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout ouvert le débat à pourquoi les gens le demandaient, tout ça. Ce qui est une parole qui a besoin d'être transmise. Et je comprends la frustration des gens qui voient qu'une partie de l'information. Nous, ce qu'on voulait, c'est se fixer sur cette loi. Elle a 2 volets et surtout, on comprend que c'est une question de liberté individuelle de choisir sa mort. On le dit clairement. Oui. Par contre, on va en venir plus tard. La question, c'est comment c'est fait. Mais on a découvert l'antivalidisme, la lutte contre les discriminations subies par les personnes handicapées. Et depuis, on a une question. La liberté des uns vaut-elle l'oppression des autres ? Je sais qu'elle est dure, cette phrase. La liberté des uns vaut-elle l'oppression des autres ? Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'elle est choquante. Mais c'est un peu une volonté aussi pour mettre les choses en balance.
qu'on puisse vraiment se rendre compte de ce qui se passe. On m'a surtout repris, oui, mais vous n'avez pas d'études pour savoir là où il y aura le plus de souffrance. Mais c'est pas à moi de faire les études. Enfin, j'aimerais bien qu'elle existe et pouvoir m'appuyer dessus. Là, je n'ai que mon intuition pour dire statistiquement, il y a plus de personnes handicapées que de personnes qui demandent la fin de vie. Donc, comment on fait pour jauger les différentes balances pour faire le moins de souffrance? Du coup, je reprends la lecture. Beaucoup de militantes et militants handi craignent cette loi, alors on veut vous expliquer comment le désir de liberté des uns peut impacter la vie des autres. Encore une fois, c'est vraiment ça le sujet. C'est pas en soi, on n'est pas contre le fait de choisir sa mort. Hein. Vraiment, ça, on va le répéter, le répéter, le répéter. Il y a cette dichotomie entre réussir à accorder un maximum de liberté aux individus et aussi faire que ces libertés individuelles n'empiètent pas sur la liberté collective. Un sens qu'on a assez peu en Occident, une notion qu'on a assez peu, notamment en Occident, et dans les sociétés capitalistes aussi en particulier. Et en fait, c'est là pour moi où est tout le souci, c'est qu'en fait, encore une fois, là, la liberté des uns peut amener à un eugénisme, j'allais dire pas choisi, mais l'eugénisme c'est jamais choisi justement, en fait à forcer la mort de personnes qui l'ont pas forcément souhaité. Donc du coup c'est aussi une réflexion politique de se poser la question, est-ce que le fait d'accorder la liberté à des personnes de choisir leur mort vaut ou justifie le fait de prendre un risque d'eugénisme? Je prends un petit parallèle. Donc, quand j'étais petite, j'étais pour l'uniforme parce que c'était une angoisse de savoir quoi mettre pour aller à l'école. Vraiment, c'était quelque chose tous les matins. Et j'entendais parler d'uniforme et je me disais, mais c'est vachement bien, il n'y a pas à réfléchir, on va à l'école et tout ça. Puis j'ai grandi, je me suis politisée et j'ai compris le problème politique de l'uniforme. Je continue à penser que pour moi, l'uniforme aurait été une bonne chose, mais en termes de revendication politique, je revendique être contre l'uniforme parce que j'ai conscience des tenants et des aboutissants et que le but, c'est pas pour me faire une loi qui me convienne à moi, mais faire des lois qui conviennent au plus grand nombre. Améliorer l'offre de soins palliatifs, évidemment, on est d'accord avec cette partie. Mais la seconde partie qui va autoriser l'euthanasie nous semble dangereuse. Au vu des conditions... Alors là, pardon, je t'interromps. Oui. Là, effectivement, on a eu un problème de clarification. On aurait dû rajouter autoriser l'euthanasie dans ces conditions. On m'a aussi parlé de la différence entre euthanasie et suicide assisté. On m'a dit, vous utilisez le mot euthanasie et pas le mot suicide assisté. C'est pensé, parce que là, comme on l'a dit, on parle des gens qui vont être entrés dans la loi qui passe actuellement, qui sont les personnes en fin de vie. Sur la question de la fin de vie, d'abréger les souffrances, le mot d'euthanasie me semble le plus approprié. Par contre, pour toutes les personnes qui ne sont pas en fin de vie et qui ont des conditions de vie X et Y et qui le réclament, ils ne rentreront pas dans cette loi. Et donc là, c'est une question de suicide assisté. Je me trompe peut-être, mais pour moi, c'est la différence. Et donc du coup, là, on n'a utilisé que le terme euthanasie, déjà pour simplifier, fluidifier et harmoniser, mais surtout parce que pour nous, ça avait un sens d'utiliser ce mot et pas suicide assisté. Je sais pas, je me questionne à quel point il y a un côté un peu individualiste de se dire, moi j'ai besoin de mourir, mais après de toute façon, quoi qu'il advienne, moi je serai plus là, je m'en fous entre guillemets, hein, je comprends, attention. Hein. Mais je trouve que politiquement, il y a un truc un peu dangereux parce que le reste de l'humanité, il continue à vivre et il doit quand même faire avec le fait que maintenant il y a une loi qui leur permet éventuellement, surtout aux États, d'inciter des gens à mourir. De façon organisée par l'État. Au vu des conditions sociales désastreuses dans lesquelles on vit actuellement, avec un service de santé saturé et un gouvernement qui attaque les droits sociaux. On voit l'euthanasie comme un abandon. Oui, parce que si les seuls services palliatifs qui sont accessibles sont ceux qui sont privés,
si l'offre publique accessible à tous n'est pas suffisante, et ça, le fait de voter les deux choses en même temps ne permettra pas de le voir et de le mettre en place, ça fait que forcément, il y a un déséquilibre. Et du coup, c'est pour ça qu'on aimerait bien que ce soit décorrélé. Que, en fait, une loi sur euthanasie, suicide assisté, soit séparée de la loi sur un meilleur accès aux soins palliatifs et en soins généraux. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un côté d'avoir une vraie refonte et un vrai sauvetage de l'hôpital public, et de l'autre, on peut réfléchir à une question. Mais c'est vraiment ça qu'on essaye de faire comprendre, c'est que c'est le fait que les deux soient imbriqués qui nous fait que ça nous paraît encore plus dangereux. Car qui seront les premiers à se l'avoir accordé ? Celles et ceux qui n'auront pas la possibilité de se soigner convenablement. Et puis après, il faut aussi prendre en compte que, en fonction de ton histoire culturelle, tu n'as pas le même rapport à l'autorité et aux guides qui sont intégrés par la société. Et des populations qui ont été historiquement oppressées, marginalisées par l'État, exploitées, je pense aux colonies, à ceux qui ont vécu, qui vivent dans des colonies, ils n'ont pas le même accès à l'État. Donc forcément, quand l'État veut imposer quelque chose, ils réagissent pas pareil, et ça, faut le respecter. C'est-à-dire que quand dans des dom-toms, on est en train de se battre par rapport à la question de chlordécone, qui est un scandale d'État absolument gravissime, que en même temps, il y a le Covid qui arrive, que le gouvernement fasse n'importe quoi en sensibilisation, les masques ça sert à rien, les masques ça sert machin et tout, qui font des passes sanitaires sans aucun sens, enfin voilà. Moi je comprends en fait, et jamais je n'irai dire à des gens qui refusent les guidelines de l'État parce que historiquement ils ont souffert d'oppression. Donc je me permets de remonter sur la question du masque, parce que j'ai vu quand même pas mal d'anti-avalédistes tomber sur des gens de façon assez catastrophique. Et donc du coup j'en profite pour le rappeler. Argument 1. La souffrance est plus sociale que médicale. La douleur est médicale, mais la souffrance naît bien souvent de la précarité, des discriminations, du manque d'aide sociale et de solidarité communautaire, ou encore du validisme intériorisé. Se sentir comme un fardeau pour les autres, penser que notre vie est terminée parce que nos capacités évoluent, etc. Si la vie est dure, est-ce la faute de la maladie ou de la société ? La misère n'est pas plus belle au soleil, mais la souffrance est plus vivable sous un toit. C'est vrai, je suis désolée, mais moi je l'ai connu quand j'étais en errance médicale, au RSA, et que je n'avais aucune idée de comment organiser ma vie pour être capable de faire les choses que je voulais faire malgré ma souffrance. J'étais pas dans le même état que maintenant, où je suis hébergée gratuitement, où j'ai l'AAH et j'ai des projets qui me passionnent. Donc on ne dit pas que parce qu'on vit dans un monde validiste, il ne faut jamais qu'il y ait une loi sur l'euthanasie. On demande, s'il y a une loi sur l'euthanasie et sur le suicide assisté, on demande à ce que la société se penche vraiment sur ces problèmes-là et se pose des questions et trouve aussi d'autres solutions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les soins palliatifs pour contrebalancer. On y reviendra juste après, d'autres solutions existent. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier que la souffrance, que tout ce qu'on a cité là, est un rajout à la souffrance. C'est pas qu'elle crée la souffrance, mais c'est qu'elle va l'augmenter de plus en plus. Et plus tu vas subir d'oppression, plus tu vas subir de précarité, plus tu vas subir d'isolement social, etc., plus tu vas souffrir, en fait. Et d'ailleurs, on le voit, il y a je crois que c'est dans l'Oregon de mémoire, ils ont demandé à toutes les personnes qui demandaient le suicide assisté pourquoi ils le demandaient. Et en fait, la question de la souffrance arrive de mémoire en 5e position. Les raisons qui arrivent en premier sont les raisons économiques, sont les raisons d'isolement social et
je vous mettrai la source plus tard pour aller voir la troisième raison parce que je l'ai plus là. Ouais, on pourra faire ça quand Mais on en a... tout cas, c'est pas la souffrance médicale. Donc C'est en ça. fait, il ne faut pas s'occuper que du médical si tu veux mettre des barrières pour éviter les dérives de cette loi. Il y a Errol qui dit, je trouve que ça va dans ce que tu dis, hein. En plus, j'ai peur que si la loi s'élargisse, ce soit les handis dépendants en institution qui soient les premiers touchés. Oui, bah c'est exactement ce qu'on dit, c'est que c'est les personnes qui sont les plus dans des situations de précarité ou de faiblesse entre guillemets, pas personnelle mais au sens de social, marginaliser quoi. en fait. Ouais, c'est ça. C'est la question de la marginalisation. Mm-hmm. Et en fait, il y a 3 publics qui naviguent autour de ces questions-là. Il y a les malades en fin de vie, donc avec des maladies en stade terminal, et il y a les très vieux qui en ont marre, ça y est, ils ont assez vécu, ils ont envie de partir tranquille, en paix, comme ils veulent, quand ils peuvent. Il y a les personnes marginalisées dans des institutions qui sont ségrégées de la société et qui du coup subissent énormément d'oppression et du coup vont être les premiers à être poussés là-dedans. Et il y a les précaires qui peuvent pas se soigner convenablement. Si tu as le choix entre ruiner ta famille et mourir, tu meurs. Argument 2, d'autres solutions existent. On peut réduire beaucoup de la souffrance que l'euthanasie est censée arrêter par d'autres biais. Par exemple, des services de soins palliatifs mobiles accessibles. Là, qu'est-ce qu'on entend par soins palliatifs mobiles ? Il y a énormément de gens qui sont en fin de vie et qui veulent pas mourir à l'hôpital. Et ça arrive régulièrement que quelqu'un ne meure pas à l'hôpital et au moment où il rentre chez lui, là, il va se laisser partir. Et en fait, on réduirait beaucoup la souffrance de la fin de vie si elle pouvait être faite là où les gens le veulent et pas à l'hôpital. Donc ça peut être à domicile, ça peut être chez un proche, ça peut être où la personne veut. Mais pour ça, en fait, il faut des vrais services qui puissent se déplacer et offrir tous les soins de palliatifs. On le rappelle, les soins palliatifs, ce sont les soins qui ne guérissent pas mais qui soulagent le symptôme. Donc en fait, tu as curatif et palliatif. Curatif, c'est un traitement qui est là pour soigner la maladie. Palliatif, c'est un traitement qui est là pour soigner le symptôme. Quand vous avez mal à la tête et que vous prenez un Doliprane, vous prenez un soin palliatif. Vous n'êtes pas en train de soigner la cause. Peut-être le mal de tête est mal expliqué, mais si vous avez une grippe et que vous prenez un Doliprane, vous n'êtes pas en train de soigner de la grippe, vous êtes en train de soigner les symptômes de la grippe, c'est du palliatif. Le problème, c'est quand on vit dans une société où soins palliatifs est devenu synonyme de soins de la fin de vie. Or, c'est bien plus ouvert que ça. Les centres antidouleurs devraient être dans des services de soins palliatifs. Une meilleure acceptation du refus de soins curatifs. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant qu'ils peuvent refuser des soins, n'importe lesquels, y compris les soins curatifs. Il y a cet exemple de cette personne, c'est Claire Fourcade qui en parlait dans l'émission sur Blast. Elle parle d'un monsieur en fin de vie, en EHPAD, qui en avait marre de vivre et qui lui a demandé est-ce qu'il y a un moyen d'avoir accès à l'euthanasie. Et là, elle lui a dit mais vous savez, vous êtes dialysé 2 fois par semaine. Si vous arrêtez la dialyse, vous allez partir très rapidement. C'est un choix qu'il faut avoir. En fait, il y a vraiment un problème de consentement dans les soins qui sont prodigués en France et surtout sur le refus de consentement. Il y a une infantilisation des patients. Je suis médecin, je sais mieux ce qui est bon pour toi. Si tu as envie de mourir, c'est que tu sais pas bien et tout, machin. Ça, on la dénonce, cette infantilisation-là. Et elle passe du coup aussi à bien informer les gens sur leurs droits. Parce qu'il y a plein de choses qui existent déjà, qui ne sont pas suffisantes, mais qui existent déjà. Et il ne faut pas se dire que l'euthanasie va tout régler, il faut penser d'autres choses, et il faut inventer des nouvelles formes de façon de voir les choses, quoi. Alors, on vient de l'expliquer sur YouTube, il y a Maxime qui nous demande si curatif c'est l'inverse de palliatif. Non, c'est 2 choses différentes, c'est en parallèle.
Curatif, c'est pour soigner la maladie. Palliatif, c'est pour pallier aux symptômes, pour diminuer le ressenti négatif des symptômes. Par exemple, tu tousses parce que t'as une crève, le palliatif, ça va être pour que tu tousses moins, pour que tu t'irrites moins la gorge. Là où le curatif, ça va être pour que ta crève parte plus vite. Des aides sociales accompagnant les parcours médicaux. Ça c'est clair, hein. Oui. C'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de vivre pendant qu'ils se font soigner. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, le moment du diagnostic peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça, c'est des moments où tu vas beaucoup dépenser parce que tu as beaucoup d'examens, beaucoup de rendez-vous médicaux avec des dépassements d'honoraires qui ne s'accordent pas forcément avec un emploi salarié. Voilà. Et il y a des gens, du coup, qui se retrouvent au RSA en train de galérer dans leur parcours diagnostic du coup tomber de plus en plus dans la pauvreté, en fait, dans la précarité, avec s'ils ont la chance d'avoir des économies, elles s'épuisent très vite et ça empêche le soin convenable, de prendre le temps de se remettre, en fait. Quand tu dois aller au kiné 3 fois par semaine, chez tel spécialiste 1 fois par semaine et chez tel autre 3 fois par mois, en fait, c'est dur de le combiner à un emploi salarié. Mais tu n'as pas accès à aucune aide parce que tu n'es pas encore reconnu en tant que malade. Donc en fait, ce point-là d'aide sociale pour accompagner les parcours médicaux et soutenir les gens pendant qu'ils cherchent des réponses, ça nous paraît hyper important. Une revalorisation des retraites. On aurait dû mettre des retraites et des aides sociales, c'est vrai. Mais là, du coup, encore une fois, c'est parce qu'on est focalisé sur la fin de vie. Oui, puis on parle de revalorisation. En vrai, ce qu'on entend par là, c'est aussi une retraite plus tôt. Voilà, c'est juste qu'on rentre pas dans les détails, mais la retraite à 60 ans, quoi. Et même plus tôt, si possible. Non, mais il y a une question aussi on rappelle que le travail handicap, particulièrement les fameux travails de première ligne, là, ceux qui taffaient pendant le confinement. Les caissiers, les livreurs, les femmes de ménage, les manutentionnaires dans les entrepôts, tous ces gens-là, les artisans qui construisent des maisons, tous ces gens-là ont leur corps qui est tellement sollicité par leur travail et aggravé par un droit du travail qui s'étiole avec le temps. On le rappelle, les accidents du travail augmentent de nos jours. Il y a Erol qui dit retraite à 50 ans, nous on est pour, mais en fait, en vrai, quand on parle de ça, moi c'est pour ça, je me permets de rebondir là-dessus. En fait, c'est pas retraite obligatoire pour tout le monde à 50 ans non plus, ou à 60 ans. C'est ceux qui veulent, ils peuvent. Mais oui, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui continueront à travailler. D'ailleurs, on l'entend souvent, moi, j'ai 70 ans et je me sens très bien. Ben, tant mieux pour toi, sale bourgeois. Je suis désolée, mais le fait que tu sois aussi en forme à 70 ans est un indicateur de classe, mon ami. Ouais, et puis il y a des inégalités aussi biologiques, mais oui, c'est en général très souvent un indicateur de classe. Donc voilà, n'ayez pas peur, les gens continueront à faire des choses. Moi, je le vois autour de moi, toutes les gens qui prennent la retraite, il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui ont eu des travails un peu cool, un peu passion, qui ont pu organiser leur truc et qui vont se retrouver à peu près en bonne forme à la retraite et qui du coup vont faire du bénévolat, vont faire de la garde d'enfants, vont être très actifs. La question des grands-parents est quelque chose d'hyper important. Parenthèse, savez-vous qu'il n'y a que 3 espèces sur Terre chez qui la ménopause existe? Les humains, les éléphants et les baleines. 3 sociétés qui sont créées autour de la mémoire et de la transmission. En tant qu'espèce, on a besoin de nos grands-parents pour nous transmettre du savoir. C'est de l'utilité sociale, animale, sociale. Donc, on a besoin que ces gens-là soient pas complètement cassés. Et donc, il y a, j'ai dit, ceux qui ont les travails un peu passion, et il y a ceux qui ont des travails absolument durs pour le corps, et qui, là, à la retraite, en fait, se reposent de toute leur vie
qu'ils ont passé à pas s'écouter parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix de faire un petit burn-out et de s'arrêter de bosser quelques mois. Donc ça nous paraît important à comprendre. Encore une fois, quand on demande la retraite à 50 ans, on vous enferme pas à 50 ans à plus avoir le droit de sortir et faire ce que vous voulez. Hein. Oui, ça rejoint tout ce qu'on avait dit dans d'autres streams sur la question de vivre en collectivité aussi avec les différentes générations, etc. Alors attention, on n'est pas en train de dire que vous êtes obligé de vivre avec vos parents même quand ils ont été maltraitants, hein, c'est pas du tout le sujet, hein, mais... Sensibilisation sur l'impact du validisme et de l'agisme. Bah, juste préciser qu'on parle d'éducation populaire, à ces notions en fait, d'expliquer ce que c'est que le validisme et l'agisme et d'expliquer comment ça se traduit dans la société, ces formes d'oppression, quoi. On rappelle que le validisme, c'est l'oppression que subissent les personnes handicapées et l'agisme, c'est les personnes qui subissent de l'oppression en fonction de leur âge, qui est beaucoup utilisé par rapport à à nos aînés. Voilà. Mais qui en fait est aussi valable pour les questions d'infantilisation ou autre. Il y a débat. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent que c'est que pour les vieux, il y en a qui disent que c'est par rapport à l'âge et que sinon, voilà. Bah moi je suis plutôt du deuxième. Il y en a qui disent que agisme ce serait pour les jeunes et qu'il faudrait dire jeunisme pour les vieux. Il y a des débats sémantiques. Ok. Des dispositifs pour écrire ses volontés à tout âge. Ouais, ça serait bien qu'on puisse chacun remplir un formulaire quand tout va bien pour savoir qu'est-ce que on veut et qu'on veut pas, mais qu'un truc qu'on puisse changer tout le temps, parce qu'en fait on évolue dans la vie. Il y a des moments où on a envie de certaines choses et d'autres envie d'autres choses. Et donc en fait on peut avoir cette façon de prévenir les gens qui vont nous soigner sans forcément passer par nos proches ou notre famille, pour qui ça peut être dur en fait de passer une information d'arrêt de soins ou d'arrêt de réanimation, quoi. Et donc surtout, en parler. Sortir du tabou de la mort et de la maladie, c'est déjà énorme. Ça permettra à chacune de partager ses souhaits en amont et pas autour d'un lit d'hôpital. Bah oui, parce que c'est pas dans ces moments-là qu'on a envie d'en parler avec ses proches. Et qu'on est le mieux à même de le faire, en plus. Tous... Bah non, c'est trop d'émotionnel. Donc moi, je vous inviterai à parler avec les gens que vous aimez de ce que vous voulez et de ce que eux ils voudraient. Parce que justement, c'est pas quand on commence à décliner qu'on a envie de parler de ce genre de choses. Argument 3, créer plus de souffrance. Dans une société qui hiérarchise les humains en fonction de leur capacité et de leur productivité, l'euthanasie culpabilisera encore plus les personnes qui se sentent être un poids. Et puis dans une société qui favorise la ségrégation des personnes handicapées dans des institutions spécialisées, la mort des uns risque aussi d'accentuer l'isolement des survivants. Comme le dit Claire Fourcade, présidente de la Société française de soins palliatifs, légaliser l'euthanasie, ça oblige personne à le faire, mais ça oblige tout le monde à l'envisager. Moi, cette phrase, je l'adore. Ouais. Je trouve qu'il faut l'avoir en tête. Il faut avoir en tête ce que ça va changer comme paradigme, cette possibilité. Il faut qu'on y pense pour que justement on puisse mettre en place les barrières pour éviter ça au plus possible. Ça passe par évidemment du soin palliatif, mais ça passe par de l'accompagnement, ça passe par des aides sociales, ça passe par tout plein de choses. Mais on sous-estime, je pense, la souffrance de quelqu'un qui a l'impression de ne plus servir à rien, qui a l'impression de ne plus pouvoir rien faire, qui n'a pas l'entourage, aller voir des ergots, des machins, des trucs pour reconfigurer sa vie d'une autre façon, qui n'a pas les moyens financiers d'ailleurs de faire des aménagements dans son appartement, sa voiture, qui lui permettraient de mieux vivre. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête, ne serait-ce que pour en parler avec vos parents. Si un jour ils vous disent « Ah bah finalement, je veux être l'euthanasie », vérifiez avec eux. Est-ce que c'est vraiment une volonté ou est-ce que c'est juste pour nous soulager? Ça, c'est une question en fait. Est-ce que tu veux mourir parce que tu veux mourir ou est-ce que tu veux mourir parce que tu as l'impression ou on te donne l'impression de compliquer la vie des autres? Ouais, bah ça ressortait d'ailleurs, je crois, dans l'étude que tu citais tout à l'heure en Oregon. Le 4, décorréler soins et euthanasie. Que ce soit les mêmes structures qui prennent en charge les soins palliatifs et l'euthanasie,
est problématique et permet de cacher où l'argent est réellement mis. Ça, c'est un truc qui me fait super peur. Ouais. Parce que il parle du principe que ça va être les mêmes structures. Donc, on va avoir beaucoup de mal à voir le fléchage des fonds, savoir où est utilisé quoi comme argent. Et c'est vraiment pour ça que nous, on aimerait que ce soit des structures différentes. Que ce soit pas juste, tu vois, la ligne continue, tu rentres aux soins palliatifs, on essaye 3 trucs et si ça marche pas, on te propose... Enfin, voilà, je pense que ça doit être des équipes différentes parce que ça doit être des façons de penser différentes en fait. Il faut que les gens qui sont en soins palliatifs soient capables de tout proposer et d'essayer plein de choses avant de se dire bon bah il y a plus de solution. En tout cas de proposer plein de choses si la personne. Et de l'autre côté, il faut que dans là où on peut faire l'euthanasie, ce soit des gens qui respectent les demandes d'euthanasie et qui soient pas là à essayer de convaincre les gens, machin et tout. C'est vraiment 2 façons de voir le problème de la souffrance, tout ça, différentes. Donc en fait, si les 2 sont ensemble, bah en fait, l'un va jouer sur l'autre et on va se retrouver avec des budgets où on pourra pas vérifier en fait. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir vérifier ce qui se passe et que ce qui est annoncé soit réellement mis en place et qu'ils nous la faites pas à l'envers en ne mettant des sous que sur le 2e volet et en mettant juste sur le papier le 1er volet. On veut pas une liberté d'accès aux soins palliatifs, on veut un droit à l'accès aux soins palliatifs. La loi nous promet plus de soins palliatifs d'un côté et l'euthanasie de l'autre, mais quand on s'intéresse à ce qui se passe ailleurs, on voit qu'au Québec, il y a une diminution majeure des soins palliatifs depuis que la loi est passée, pendant qu'en Belgique et en Suisse, les structures de soins doivent proposer l'euthanasie pour bénéficier de certaines aides publiques. Au Canada, ils ont même sorti des rapports montrant à quel point l'euthanasie avait permis de faire des économies sur les aides sociales. Ces documents existent. Donc c'est bien qu'il y a une double volonté. Ce n'est pas que la volonté d'abolir la souffrance, c'est aussi la volonté de faire des économies. Donc nous, ça, voilà, pareil, ça nous fait peur. On alerte sur le sujet que, encore une fois, ça ne doit pas aller avec une diminution des soins palliatifs et il faut qu'on puisse le vérifier. Pour clarifier, du coup, on revient sur le fait qu'il faut que ce soit des structures séparées. C'est-à-dire que le fait qu'une structure soit obligée de proposer l'euthanasie pour avoir des aides publiques, c'est encore une fois qu'on mélange ces 2 choses-là et on oblige des soignants, parce que soi-disant, il va y avoir une clause de conscience pour les soignants qui veulent pas machin. Bon, d'accord. Mais en fait, cette clause de conscience, elle n'a aucun impact et intérêt si t'es obligé, en fait. Enfin, il y a un truc qui va pas, en fait, enfin, qui est pas clair dans ces 2 et qui, pareil, on voulait alerter là-dessus, quoi. Argument 5. N'y a-t-il pas d'autres urgences politiques ? Le danger des fascistes. Les fascistes sont aux portes du pouvoir et l'histoire nous a montré leur amour pour l'eugénisme. Alors est-ce vraiment le moment de créer un outil qui le permet ? Peut-être que vous avez oublié, mais la communauté handi porte encore les cicatrices des stérilisations forcées et des euthanasies imposées. Sans parler des handicides toujours excusés par l'opinion publique dans une compassion pour les meurtriers. On rappelle que quand il y a des histoires de mères qui tuent leur enfant autiste alors qu'il a déjà genre 16 ans ou je sais plus exactement et qui a fait un bouquin dessus, etc., tout le monde l'encense et la trouve très courageuse, etc., alors que enfin, a priori son enfant avait jamais émis le souhait de mourir, quoi. Non, mais c'est assez perturbant de voir la différence que la société a envers une mère qui tue son enfant valide que envers une mère qui tue son enfant handicapé. Là, on le voit, le validisme de la société. Oh ben, tuer un handicapé, on la comprend. On aurait peut-être voulu faire pareil dans son cas.
Alors que de tuer un enfant valide, c'est un des plus grands tabous de notre société. Parce qu'il y a justement cette question d'abréger les souffrances. Parce qu'on part du principe que tous les handicapés souffrent, ce qui n'est pas vrai. Puis si vous voulez vous rafraîchir un peu la mémoire sur le sujet, on vous conseille le premier stream de cette chaîne qui s'appelle La politique validiste des fascistes. Le danger des libéraux. Les libéraux aussi ont tendance à aimer les lois qui permettent de faire des coupures budgétaires. Un malade mort coûtera toujours moins cher qu'un malade vivant. Au Canada, la loi a déjà été élargie pour inclure les personnes souffrant de troubles mentaux et de maladies qui ne réduisent pas l'espérance de vie. Et leur assemblée débat maintenant pour l'ouvrir aux mineurs à partir de 12 ans. Alors oui, parce qu'en fait, dans les personnes qui la réclament, cette loi, la plupart des gens ne vont pas rentrer dans le cadre qui est proposé par la loi. Et en fait, c'est un peu un truc d'échange de balance. Oui. C'est-à-dire que il y a forcément, en fait, tu veux forcément agrandir la loi pour la rendre accessible à tous. Mais en fait, plus tu la rends accessible, plus tu crées des risques de dérive. Donc en fait, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement global de mise en place d'autres lois qui accompagnent ça, pour éviter, encore une fois, que ce soit les populations les plus marginées qui le prennent dans la gueule, en fait. Alors, même si la loi passe en France, il faudra être très attentif aux dérives législatives, judiciaires ou médicales. Donc, les dérives législatives, ce sera justement les propositions d'agrandissement de la loi, et il faudra faire attentif dans quel cadre elles sont agrandies. Les dérives judiciaires, c'est qu'il va y avoir des procès, il va y avoir des gens qui vont pas être d'accord, va y avoir à un moment des juges qui vont devoir interpréter cette loi. Donc comment ils vont l'interpréter? Quelle jurisprudence va en sortir? Ça, c'est des choses qu'il faudra regarder aussi et vérifier qu'il n'y a pas de dérive. Et les dernières dérives, c'est les dérives médicales, car on n'a aucune confiance en le système médical. On sait les pressions dont il est capable, on sait l'infantilisation dont il fait peur, on sait le validisme et la psychophobie dont ils font preuve. En tant qu'antivalidiste, le système médical est un système d'oppression autoritaire, car il ne laisse pas la possibilité du choix conscient et éclairé. Salut Ahmed. Donc il faudra faire attention à tout ça. Ne laissons pas l'État faire des économies grâce à une mesure soi-disant progressiste. Quand on aura enfin des soins de qualité pour toutes et tous, l'euthanasie pourra devenir un vrai choix. Pas avant. Alors, ok. Je comprends que je pense que c'est cette phrase qui a fait vriller beaucoup de gens. C'est une conclusion d'un texte manifeste. Je comprends qu'on a peut-être été un peu dans le lyrisme, mais il faut bien comprendre qu'on est conscient qu'il ne faut pas attendre qu'on soit dans un monde parfait pour passer ce genre de loi. On le sait bien. Mais si on n'essaye pas d'aller vers là, on n'avancera pas. Il faut quand même qu'on ait cet objectif-là. Il faut quand même le rappeler que c'est pas un vrai choix, même si on le donne. C'est-à-dire que je serai toujours d'accord avec cette phrase s'il y a une loi qui passe. Quand on aura enfin des soins de qualité pour tous et toutes, l'euthanasie pourra devenir un vrai choix, pas avant qu'elle soit autorisée ou pas. Encore, on en revient à ce truc, le combat éternel entre réformisme et révolution, quoi. En fait, faut faire attention aux deux pans, c'est-à-dire oui, il faut profiter de tout ce qui peut faire avancer, ne serait-ce qu'un petit peu la cause, etc. Mais en faisant toujours attention à ce que ça aille pas non plus contre le but final, quoi, et que ça nous empêche pas d'arriver au but final, quoi. On a souvent des gros débats internes en clave sur ces deux lignes réformistes et radicales, abolitionnistes, révolutionnaires. Pour l'instant, notre point de vue sur la question, c'est qu'il y a besoin des deux. C'est-à-dire que les réformistes ont besoin des révolutionnaires pour se rappeler, pour qu'ils leur rappellent bien c'est quoi le but final. C'est où qu'on va, c'est vers où qu'on va. Mais les révolutionnaires ont besoin des réformistes pour leur rappeler que y a des gens qui souffrent maintenant et qu'il faut s'en occuper et proposer des solutions d'urgence, en fait. Donc c'est pour ça que nous, on appelle ça plutôt un réformisme d'urgence, en mode genre, on sait quel est le but qu'on va, mais il ne faut pas qu'on oublie le réformisme d'urgence, parce que justement, sinon on ne le fera jamais. Il faut que ça aille ensemble. Et moi, j'en ai marre de voir les réformistes et les révolutionnaires se taper sur la gueule en public. Ce sont des débats hyper intéressants, mais qui doivent être internes, qui doivent se faire entre personnes
qui vont pouvoir se comprendre et s'entendre. Et ça évite justement de supposer le point de l'autre et de lui donner des arguments que tu as entendus autre part, mais qui sont pas les tiens en fait. Interpellez vos députés pour qu'ils ne se laissent pas aveugler par la facilité. Soutenez plus de soins palliatifs avec la mise en place du premier volet. Refusez l'euthanasie tant que, au moins, le premier volet n'est pas mis en place. Mourir dignement ne doit jamais remplacer vivre dignement. Donc on dit pas qu'il faut pas mourir, que c'est pas bien d'avoir une loi qui propose de mourir dignement. On dit que ça ne doit pas remplacer le fait de vivre dignement et que du coup, il faut faire attention à ce qui est mis en place. Quand on dit refuser l'euthanasie tant que au moins le premier volet n'est pas mis en place, c'est qu'on aimerait qu'il y ait plus de choses que le premier volet. Oui. Mais que au moins c'est une première étape pour leur dire ça. Et pour aussi leur dire, mais inventez des choses. C'est pas notre boulot d'écrire des lois. C'est le vôtre. Proposez des abonnements. Ils peuvent proposer des amendements pour demander des gages de vérification, pour créer un comité de vérification. Enfin, il y a vraiment plein de choses à proposer. Et je pense que d'un point de vue au niveau de la gauche, d'un point de vue stratégique, de voter pour la loi, mais de rajouter des amendements qui justement évitent le plus possible de dérives, ce serait vraiment un bon angle. Parce qu'en fait, d'un côté, ça permettrait que ceux qui le réclament se sentent entendus, parce qu'il est vrai que ça fait 10 ans que c'est une revendication de plein de personnes. Et voire que, plus. voilà, oui, voire plus, c'est vrai. C'est effectivement un choix politique de savoir est-ce qu'on favorise la possibilité pour des gens de mourir chez eux au détriment éventuel de choisir leur mort, au détriment éventuel de faire que en fait la société pousse des gens à choisir cette option alors qu'ils en ont pas forcément envie. C'est un peu le même exemple que ce qu'on avait dans le documentaire Better Off Dead de la personne au Canada justement qui voulait pas retourner à la rue et qui du coup choisissait la fin de vie par dépit entre guillemets parce que sinon sa seule autre solution c'était de se retrouver à la rue. Parce qu'encore une fois, l'euthanasie coûte moins cher que les logements sociaux.